8h40 à Tel Aviv. Merci de nous être fidèles sur I24. Il fête aujourd'hui ses 5 ans. Celui qu'on appelait le premier bébé médicament né en France a vu le jour au CHU de Clamart sous la direction des professeurs René Friedman et Arnon Munich. Virginie, en 2011, il s'agit d'une véritable révolution. Et oui, il s'appelle Umut Tala, ce qui signifie en turc notre espoir. Il pèse 3,650 kg à sa naissance. Il est en bonne santé et ses parents, âgés d'une trentaine d'années, peuvent regagner le sud où ils vivent. Cette naissance permettra de soigner leur fils aîné atteint de bêta-thalassémie, qui est une déficience de globules rouges. Alors le bébé médicament, c'est cet enfant qui est conçu à l'aide d'une sélection d'embryons avec un double diagnostic préimplantatoire qu'on appelle plus communément DPI, pour qu'il soit indemne de la maladie génétique que porte son frère ou sa sœur. Donc de façon assez simple, au moment de la sélection des embryons pour une naissance, la probabilité qu'il ne soit pas porteur du gène de l'aîné est de 50%, et ensuite on s'opère un second tri en vue de la compatibilité de la greffe. Et la probabilité que l'embryon soit compatible avec l'aîné atteint de la maladie est d'environ 25%. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, ce recours reste exceptionnel. Il y a eu 7 demandes en 2006, et pour l'instant, la pratique du bébé médicament concerne le soin de déficience du système immunitaire. Et à l'époque, eh bien, cette pratique, elle avait déjà fait ses preuves en dehors de l'Hexagone. Oui, en Espagne, le premier bébé médicament a vu le jour en octobre 2008. Il a également permis, grâce au sang contenu dans le cordon ombilical, de soigner son frère aîné, qui était lui aussi atteint de cette déficience en globules rouges. En Belgique, la loi du 11 mai 2003 autorise, à certaines conditions, l'implantation d'embryons dans l'utérus de la mère. Et depuis 2005, 30 bébés médicaments sont nés en Belgique. Au Royaume-Uni, il faudra attendre 2003 avec la Chambre des Lords qui déclare légales ces pratiques. En Australie, l'utilisation de la DPI se fait au cas par cas, et aux États-Unis, en 2015, 5 bébés médicaments sont nés dans le but de soigner leurs aînés atteints de formes sporadiques de leucémie et d'anémie dont l'origine n'est pas héréditaire. Merci Virginie. Appellation un trait de bébé médicament particulièrement décriée et polémique. Elle est toujours autant aujourd'hui. On va parler de cette mise en place de ce processus avec le papa de ces bébés médicaments en France, le professeur René Friedman. Bonjour, merci d'avoir accepté de répondre ce matin à nos questions. Alors vous avez des nouvelles du premier bébé médicament aujourd'hui et de son frère ou de sa sœur? Oui. Écoutez, ils vont bien. Voilà. C'est-à-dire que quand je dis ils, c'est parce que c'est maintenant toute une famille, puisqu'ils sont 5. En tous les cas, le petit Umut, lui, va très bien. Il n'y a aucune raison qu'il n'aille pas bien. Mais surtout, c'est sa sœur qui a pu être greffée grâce aux cellules du sang du cordon qu'on a prélevé et qui ont été compatibles. Donc on a pu faire une greffe de moelle pour sa sœur qui donc s'en est tirée. Alors maintenant, il reste son frère qui lui n'était pas compatible avec ces cellules du sang du cordon, car vous savez que c'est très spécifique. Et donc voilà, le couple souhaite d'autres enfants, d'une part pour agrandir la famille et d'autre part pour peut-être trouver un enfant qui, en plus d'être indemne de la maladie, permettra aussi de soigner le grand frère. Alors comment vous avez fait, professeur Friedman, face aux critiques auxquelles vous aviez été confronté à l'époque? Est-ce que vous vous opposez aujourd'hui aux mêmes réticences? C'est-à-dire que les critiques, elles étaient surtout par méconnaissance, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on voulait attribuer aux parents une espèce de calcul comme quoi l'enfant en question, le petit Umut, ou comme vous dites, l'enfant médicament ou du double espoir, ne serait pas désiré pour lui-même, mais serait un moyen pour simplement servir de sauvegarde à l'autre. Or, c'est beaucoup plus complexe dans la tête des parents. D'ailleurs, la preuve, c'est que ces parents, qui à un moment donné avaient des embryons qui n'étaient sains de la maladie, puisque c'est quand même ça l'objectif, mais qui n'étaient pas compatibles, ont quand même accepté qu'ils soient transférés parce qu'ils voulaient absolument agrandir la famille. Et ils ont eu des jumeaux qui n'étaient pas compatibles. C'est-à-dire qu'on n'a pas pu utiliser leur sang du cordon pour le grand frère. Mais eux, ils sont là. Donc en un mot, si vous voulez, c'est toujours une espèce d'exploration du désir d'enfant. Et le désir d'enfant, il se fait pour l'enfant qui est là et qui surtout va faire partie de la famille.
Donc finalement, les critiques, elles ont aussi évolué avec l'écoute des parents qui ont un enfant malade, qui n'a pas d'autre solution et pour lequel ils voient là la possibilité d'agrandir la famille et en même temps de sauver un enfant qu'ils ont et qui est très malade. Merci beaucoup, professeur René Friedman, pour votre intervention ce matin sur notre antenne. Alors, on continue dans le domaine de la santé avec un virus, cette fois le virus Zika, qui inquiète les autorités mondiales. Provoqué par une piqûre de moustique et responsable potentiel de graves malformations du fœtus, le virus est déjà présent dans 21 des 55 pays du continent américain. Le point en images. Il s'appelle Aedes aegypti ou Zika et il est responsable d'une psychose dans presque tout le continent américain, un continent dans lequel il se propage à une vitesse anormale. C'est une piqûre de moustique qui le provoque, extrêmement dangereux chez la femme enceinte. Même s'il y avait eu quelques observations au niveau de la Polynésie française, il se trouve que le niveau de proportion qu'on a vu au Brésil est assez inhabituel, ce qui donne l'opportunité d'essayer de comprendre cette nouvelle présentation clinique. Le Brésil fait partie des pays les plus touchés. Des campagnes de sensibilisation sont organisées dans les quartiers les plus pauvres, les fameux favelas. Les conditions sanitaires sont essentielles pour diminuer le nombre de moustiques. Nous essayons de trouver à qui appartient ce baril abandonné, mais personne ne sait vraiment. Les agents sanitaires vont traiter avec un produit pour éliminer les risques, car c'est plein de larves de moustiques ici. On se déguise en moustique pour expliquer aux enfants, mais ce sont les femmes enceintes qui risquent le plus en cas de piqûre. Les scientifiques soupçonnent le virus de provoquer chez le fœtus des microcéphalies, l'enfant naît avec une boîte crânienne bien plus petite que la moyenne. Les États-Unis et d'autres pays ont lancé des avertissements aux femmes enceintes voyageant dans la région. Certains pays, comme la Colombie ou l'Équateur, poussent encore plus loin leurs recommandations. Ils déconseillent tout simplement aux femmes de tomber enceintes. Une idée qui pourrait être prochainement reprise par le Brésil. Le pays s'apprête à accueillir les Jeux Olympiques d'été et en l'absence de traitement curatif, sa ligne officielle est pour l'heure très simple, éviter à tout prix tout contact avec les moustiques. L'essentiel de l'actualité en bref et en images. Attentat d'hier en Israël, une des deux victimes, une jeune femme de 23 ans, vient de décéder suite à ses blessures. Les deux Palestiniens ont quant à eux été abattus. L'attaque s'est produite dans une épicerie de l'implantation de Beth Horon, au nord-ouest de Jérusalem. En France, le Conseil d'État, la plus haute juridiction administrative française, se penche sur une demande de la Ligue des droits de l'homme visant à suspendre tout ou partie de l'état d'urgence instauré après les attentats du 13 novembre, jugeant que son maintien serait une atteinte grave aux libertés. Et puis un mot de tennis, l'américaine Serena Williams s'est qualifiée pour les demi-finales de l'Open d'Australie en battant la russe Maria Sharapova en 2-7, 6-4, 6-1. À Melbourne, la tenante du titre numéro 1 mondial affrontera la polonaise Agnieszka Radwanska. C'est la première fois que les ministres européens se réunissent sous l'égide de la présidence néerlandaise du Conseil de l'Union européenne. Le Premier ministre néerlandais a présenté devant les eurodéputés les priorités de son action face à la crise des réfugiés pour les 6 prochains mois. Diminuer fortement le nombre de réfugiés dans les 6 à 8 prochaines semaines. Mais l'Autriche, par exemple, a menacé la Grèce d'exclusion provisoire de l'espace Schengen. Regardez. L'Europe, cible prioritaire de l'État islamique, c'est ce que révèle un rapport d'Europol. Réunis à Amsterdam, les ministres européens se préparent donc à de nouvelles attaques. Londres, d'après la dernière vidéo de Daesh, pourrait être visé. Le ministre français de l'Intérieur appelle ses homologues à se mobiliser. Si il n'y a pas de volonté suffisante, ni de réalisme suffisant, pour faire en sorte que rapidement ces dispositions soient prises, il est évident qu'un certain nombre de pays, dont la France et l'Allemagne, en tireront les conclusions quant aux initiatives à prendre au sein de l'Union européenne. La lutte antiterroriste semble donc l'une des priorités de cette réunion européenne. Nous publions un rapport sur la façon dont l'autoproclamé État islamique a développé une nouvelle capacité de combat pour mener des attentats à échelle mondiale, avec un ciblage particulier de l'Europe. Terrorisme et effondrement de l'espace Schengen sont les deux menaces qui inquiètent les chancelleries européennes.
Également à l'ordre du jour, les frontières européennes. Je crois qu'il est clair qu'il est impossible de gérer la protection des frontières extérieures de l'Union européenne, c'est-à-dire la frontière gréco-turque. Si l'on ne fait rien, la frontière extérieure de Schengen se déplacera vers l'Europe centrale. Sauver Schengen, telle est désormais la préoccupation de nombreux pays européens, alors que certains ont déjà renforcé le contrôle de leurs frontières, à l'image de l'Autriche, de l'Allemagne ou encore du Danemark. Plus d'1 million de réfugiés et de migrants ont bravé les mers en 2015. 4000 sont morts noyés. Ils tentaient de rejoindre les côtes européennes. Et nous sommes en ligne à présent avec Christian Mallard. Christian, bonjour. Cette réunion, elle doit permettre de lancer officiellement le Centre européen de contre-terrorisme au sein même de l'Europol, l'Office européen de police. Est-ce qu'il peut changer quelque chose, ce centre ? Écoutez, je me demande, oui, enfin on a parlé d'Europol, je me demande si ça peut être efficace, parce que quand même, aujourd'hui, on a quand même beaucoup attendu. C'est l'espace Schengen qui reste une passoire, il ne faut pas tourner autour du pot, et puis c'est l'avenir sécuritaire de l'Union européenne qui est en jeu. Je crois qu'il ne faut pas se masquer le visage. Alors, vous disiez dans le reportage à juste titre, il y a 1 million de migrants en 2015, mais il y en a 50% qui viennent de Syrie, 7% d'Irak, dont certains ont infiltré les rangs des migrants avec des passeports vierges qui ont été volés par Daesh. Alors, je ne sais pas ce que peut faire Europol, mais en tout cas, Bernard Cazeneuve, le ministre français de l'Intérieur, n'a pas mâché ses mots. Il a raison quand il dit soit on considère que l'Europe est au bord du chaos et on ne fait rien, soit on agit avec volontarisme, avec une feuille de route d'ici 1 mois. Et c'est la Grèce, encore une fois de plus, qui est pointée du doigt. Les Grecs, donc politiquement, économiquement, on voit bien qu'ils ne sont pas sérieux. Et là, concernant le problème des migrants, ils le sont encore moins. Alors c'est sûr qu'il faut aujourd'hui, avec peut-être l'appui d'Europol et d'autres organismes, refondre le code de Schengen. Il faut un contrôle systématique des entrées et des sorties pour tous les ressortissants. Et puis, comme le demande Bernard Cazeneuve avec son homologue allemand Thomas de Maizière, je pense qu'il faut la création d'un corps international de gardes-frontières qui peuvent refouler les migrants clandestins et puis d'accéder à toutes les fiches. Alors, enfin, dernier point, je crois qu'il est important, c'est la systématisation des prises d'empreintes digitales, en particulier pour tous ces migrants qui viennent de Syrie et d'Irak. Vous voyez qu'il y a du pain sur la planche. Et oui, merci beaucoup Christian pour ces explications. Alors, on va parler d'un phénomène à présent en français, ça s'appelle le hameçonnage, le phishing. C'est devenu un véritable fléau. Et à l'occasion du Forum national de la cybersécurité qui s'est ouvert hier à Lille, on parle aussi de ces arnaques Betsabé qui sont de plus en plus répandues en France. Exactement. Alors avec un chiffre, regardez 2 millions de personnes qui auraient été victimes d'arnaques sur Internet l'année passée. Information révélée hier par Europe 1. 2 millions, ça signifie 100 fois plus qu'il y a 2 ans. Alors le principe, il est simple. Vous recevez un mail qui est signé de votre banque, de vos impôts, de votre opérateur téléphonique, mais en répondant, vous donnez en réalité vos informations personnelles, confidentielles à des pirates. Un phishing qui s'est en outre perfectionné avec chaque jour plus de 100 attaques de phishing différentes, et le phénomène n'ira qu'en s'amplifiant, expliquent les spécialistes, d'autant que la rançon demandée atteignant 1 000 € en moyenne, eh bien les pirates informatiques s'assurent d'un revenu assez confortable, même si seulement une petite part des victimes paie à la fin. Alors en cas de doute sur un mail reçu, eh bien vous pouvez demander au site justement phishing-initiative.fr de le vérifier, ce mail, et en 20 minutes chrono, un expert vous dira s'il s'agit d'une page frauduleuse. C'est un site qui fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et qui a sauvé l'année dernière 20 000 internautes de cyberattaques. Est-ce que ces cyberattaques, finalement, elles concernent que les particuliers ou est-ce que c'est ouvert à tous? Non, les cyberattaques se multiplient dans les entreprises françaises aussi, selon une étude assez pessimiste du Club des experts de la sécurité de l'information et du numérique qui a été publiée jeudi dernier. Eh bien, 8 entreprises sur 10, regardez, a subi au moins une cyberattaque en 2015. Alors, un tiers des répondants en ayant recensé au moins 10 l'année dernière. L'attaque la plus fréquente, c'est la demande de rançon, un peu comme pour les particuliers, dont sont régulièrement victimes aussi les services du gouvernement. Plusieurs ministères, dont celui des Transports, ont été touchés ces derniers mois. Et puis, on redoute une autre forme de cybercriminalité, celle qui s'attaque aux smartphones et aux tablettes, vers lesquels les hackers commencent à se tourner, ce qui risque aussi de
nous asticoter. Et voilà, c'est la prochaine guerre, on l'a dit à plusieurs reprises sur ce plateau, notamment en Israël, où on se prépare à cette cybercriminalité. Merci Betsabé. À suivre, on parlera de l'inquiétante vague de départ chez les dirigeants de Twitter. Twitter qui prend l'eau et voit ses capitaines quitter le navire. C'est Rudy Saada qui nous en parlera dans quelques instants, juste après un nouveau point info qui est présenté par Elsa Mimoun ce matin. Tout de suite.